Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine, bon lundi, bon courage à ceux qui sont au travail. La review de l'épisode 4 de House of the Dragon, 100% spoiler, ça arrive un petit peu plus tard que d'habitude, m'en veuillez pas, j'étais tellement claqué, il a fallu que je dorme. D'habitude je dors pas, du dimanche jusqu'au lundi pour pouvoir enchaîner entre le live Seigneur des Anneaux que je finis vers 23h30 et l'épisode que je regarde à 3h du matin. Mais là j'avais besoin de dormir, donc ça arrive un petit peu plus tard que d'habitude, c'est pas très grave. On va parler de cet épisode où il se passe énormément de choses très importantes qui sont, je dirais, décisives pour la suite. Encore une fois, c'est une masterclass en termes d'interprétation de la part de tous les acteurs, en l'occurrence Patty Considine, Matt Smith, l'actrice qui fait Alicent, dont j'oublie tout le temps le nom et que je trouve excellente, et bien évidemment Millie Alcock, donc Rhaenyra, et Rhys Ifans dans cet épisode, Rhys Ifans, Otto Hightower, qui est excellent en termes d'acting, notamment vers la fin de l'épisode. Beaucoup de choses qui se passent, et pour ceux qui avaient peur que sur cette saison, il n'y ait pas vraiment de sexe, comme dans Game of Thrones, ou Game of Thrones, dans la saison 1, il y en a quand même beaucoup, ben, rassurez-vous, parce que c'est le cas. Là, sur les 1 heure, un peu plus d'1 heure que dure l'épisode, il y en a la moitié, voilà, c'est de la cuisse dénudée. Hein. Donc, d'ailleurs, ça va être compliqué pour le live. Il faudra pas que je fasse de capture d'écran pour pas prendre de strike. Mais bon, on verra ça mercredi soir. Donc, l'épisode est divisé en deux pour moi. Les escapades de Rhaenyra et Daemon dans des bordels de Port-Réal et le fait qu'ils forniquent ensemble. Et la deuxième chose, c'est quand ça va être découvert, toutes les répercussions qu'il va y avoir. Encore un autre arc narratif moindre, mais qui est très important, l'état de santé de Viserys. Et enfin, un petit bonus avec des allusions, notamment à la dague de Aegon le Conquérant, cette dague qui atterrira entre les mains au final de Arya en saison 8. La prophétie sur le prince qui fut promis, là il y a des choses à dire, ça m'a fait très plaisir quand j'ai entendu ça, honnêtement, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir de l'épisode. Mais après, le reste était excellent aussi. Par contre, la scène d'introduction m'a un peu saoulé, je dois le dire. Franchement, la scène d'introduction, je me suis dit, pourvu que ça soit pas ça toute la saison, parce que là, ça commence à être ridicule. La valse des prétendants, honnêtement, j'ai pas trouvé ça intéressant, et j'ai même trouvé qu'on était limite dans la parodie. Donc, ça reste quand même un excellent épisode, attention, hein, mais qui n'est pas parfait. La série a quand même quelques petits défauts, hein. Alors ils sont mineurs, on en parle très peu, parce qu'il y a quand même une qualité énorme. Mais c'est vrai que de temps à autre, il y a des petits défauts qui, en tout cas, moi je trouve qu'il y a des petits défauts. Et c'est le cas de cette scène d'introduction où on va avoir des prétendants. Alors il y en a un, c'est un vieux, mais ultra âgé, qui a connu la grand-mère de Rhaenyra, et donc il demande maintenant la main de la petite fille. Ensuite, on a un gosse, mais qui était à claque. J'avais envie, je me suis dit, il va se faire éclater, lui, pourvu qu'il se fasse éclater. Un gosse qui doit avoir même pas 12 ou 13 ans, qui vient demander la main de Rhaenyra, et ensuite on en a un autre qui est un tout petit peu plus âgé, un ado un peu plus grand que lui, qui l'insulte et qui le traite d'avorton. L'autre il dégaine son épée, il le crève sur place. Bon, elle en peut plus, elle le regarde, elle dit bon, c'est quoi ces prétendants, allez hop, je dégage de là. Parce que le roi lui avait dit, son père lui avait dit, tu choisiras celui que tu veux. Donc bah, t'as tout Westeros qui vient pour se prosterner et demander la main de Rhaenyra. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire, cette scène-là, et c'était même plus ridicule qu'autre chose. Même si scénaristiquement, on comprend, voilà, il faut absolument la caser, et on est sur du médiéval. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, les femmes étaient considérées malheureusement comme de la marchandise, une fois qu'elles étaient il fallait les épouser pour faire des alliances, et puis une fois qu'elles avaient fait des gosses, et ça d'ailleurs, c'est très bien dit dans un dialogue entre Rhaenyra et Alicent qui se réconcilient, c'est très très bien expliqué, sans tomber dans le féminisme bien sûr, mais c'est bien expliqué. Une fois que une prétendante, enfin une fois qu'une reine, une princesse a fait des gosses, elle sert plus à grand chose. Voilà. Et Rhaenyra, elle ne veut pas ça. Et à un moment donné, elle le dit à Alicent, j'ai pas envie d'épouser, de faire des gosses, et ensuite de plus servir à rien. Et ensuite, elle s'excuse auprès de Alicent parce qu'elle réalise que c'est ce que Alicent est en fait. Elle est une reine qui a été là juste pour faire des gosses à Viserys, pour lui donner un héritier mâle.
Donc en l'occurrence la personne du Aegon, le petit qu'on avait vu dans l'épisode précédent, même si là je pense qu'il y a eu un petit bond temporel. Alors je ne sais pas de combien de temps, mais je pense qu'il y a eu un bond temporel, puisque déjà au niveau de Matt Smith, il a changé de coupe de cheveux, mais après ça ne doit pas être non plus plusieurs mois, ça doit être peut-être quelques jours, quelques semaines. Donc on arrive à la réconciliation entre Alicent et Rhaenyra, et là je voudrais dire un mot sur Alicent. Pour moi, Alicent, je ne la trouve pas fourbe, je ne la trouve pas calculatrice, je pense qu'elle veut que du bien au roi qu'elle aime sincèrement, son mari Viserys, mais aussi à Rhaenyra qu'elle continue de considérer comme sa meilleure amie, comme sa propre sœur. C'est bien dit dans l'épisode, et à plusieurs moments dans l'épisode, elle prend le parti de Rhaenyra, notamment quand Rhaenyra va être accusée d'avoir forniqué dans un bordel. Elle va aller la voir en privé pour essayer de savoir si c'est vrai ou pas, pour essayer de sauver sa réputation. Donc elle n'était pas obligée de le faire, elle aurait pu en profiter pour diviser le père et la fille encore plus, et c'est pas ce qu'elle fait. Elle prend la défense de Rhaenyra, elle va voir Rhaenyra, elle lui parle honnêtement, franchement, elle parle pas dans son dos. Pour moi, Alicent, pour l'instant, est encore un personnage plutôt pur, sans calcul politique comme son père. Ça va changer par la suite forcément, puisque c'est la danse des dragons et qu'elles vont être opposées, elles, donc Rhaenyra et Alicent et Rhaenyra. Mais pour l'instant, lorsqu'elles sont jeunes, parce qu'on a encore les versions jeunes des personnages, je trouve que Alicent a beaucoup de classe, ce perso, et Rhaenyra, elle montre un petit peu moins de classe, elle montre un côté un peu plus, comment dire, ben voilà, elle va dans des bordels, elle n'hésite pas à coucher, en tout cas essayer de coucher avec son oncle, donc elle montre un côté un peu moins classe, un peu moins noble. Il y a de la noblesse chez le personnage de Alicent. Pour l'instant, c'est un perso que j'aime énormément au niveau de la personnalité. Je la trouve excellente. Et donc, Daemon, qui est revenu victorieux des degrés de pierre, c'est-à-dire là où il y avait le roi des crabes, là, le mec qui l'a pourfendu en deux, il revient victorieux, il apporte la victoire à Viserys, il va être pardonné par son frère, accueilli en héros, réconciliation avec son frère devant un banquet, tout ce que vous voulez. Mais Daemon, lui, en fait, il est revenu pour Rhaenyra, puisqu'il a des sentiments pour Rhaenyra, ça se voyait depuis le début de la série, et elle avait des sentiments pour lui, de la manière dont elle le regarde, c'est un regard de désir, c'est juste ouf, quoi. Ça se voit à des kilomètres, la manière dont elle le regarde, elle le bouffe des yeux. Donc, ils vont partir en escapade pendant la nuit, sans que personne ne le sache. Il avait fait une lettre, il avait dit hop, tiens, voilà un déguisement, et tu viens, et on va se balader dans Port-Réal. Et ils se déguisent pour passer inaperçus. Ils vont en même temps apprendre ce que le peuple des bas-fonds pense de Rhaenyra, qu'elle n'est pas l'héritière légitime. Et à un moment donné, il va l'amener vers le bout de la nuit, il va l'amener dans un bordel. Alors là, ça va être une espèce d'enchevêtrement de corps, de prostituées, hommes, femmes, mais ça reste soft. Bon, après, soft, c'est pas tout public, faut pas se leurrer, hein, c'est moins de 12 ans quand même. Mais par rapport à Game of Thrones, où carrément on voyait les organes génitaux, on voyait des femmes avec la bouche pleine et tout, enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Là, ça reste quand même assez soft. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que justement, quand on passait devant les entrejambes, la caméra passait devant un poteau ou devant un paravent, justement pour pas nous montrer le sexe de manière frontale. Et je trouve que c'est très bien. Ça m'aurait franchement saoulé si on montrait le sexe de manière frontale. C'était une des choses que je n'aimais pas dans Game of Thrones. Là, ils y sont allés au niveau sexe, parce que ça dure quand même la moitié de l'épisode, hein, les scènes de sexe, mais ça reste à peu près soft. Pas pour des gosses quand même, faut pas montrer ça à des gosses, parce que c'est pas très sain. Mais on retrouve l'identité de Game of Thrones, et je pense qu'ils ont appris des erreurs. De toute façon, on est en 2022. Je pense pas qu'ils vont faire du sexe à la Gaspard Noé ou Lars von Trier dans une série qui est censée attirer un maximum de public. Mais voilà, il y en a quand même. Donc, Daemon qui embrasse Rhaenyra, commence à la déshabiller dans le bordel, alors qu'il y a du monde qui regarde, ce qui est étrange, quoi. C'est-à-dire c'est pas très discret. Si tu voulais te faire prendre en flag, il n'y a pas mieux. Et bien évidemment, on se doute, hein, parce que c'est Port-Réal, qui a des espions au niveau, voilà, qui travaillent pour la main du roi ou pour le conseil de Viserys. Il y a des espions, c'est une évidence. Et justement,
Otto a des enfants espions. Vous savez, un petit peu à la manière de Maître, je crois que c'était Maître Qyburn ou Maître Pycelle, un des deux. Je crois que c'était Maître Pycelle, il me semble. Enfin, dans Game of Thrones, vous savez, à la fin de la saison 6, où il y avait les petits gosses qui étaient des espions qui poignardent Maître Pycelle. Donc, voilà, il y a ces petits-enfants qui sont des espions et qui viennent dire à Otto, la main du roi, on a vu Rhaenyra en train de coucher avec Daemon Targaryen. Et là, Otto, il va en profiter de par son ambition dévorante et qui veut mettre son petit-fils Aegon sur le trône, donc le fils de Alicent et Viserys. Otto, il va en profiter pour rapporter ça au roi, tout en faisant semblant de dire ah mais j'en suis désolé, ça me fait de la peine de vous dire ça, mais voilà, votre fille a été aperçue dans un bordel et agissant comme une catin, et donc ça va mettre le roi en colère contre sa fille, même si au début il veut pas y croire, mais il sait au fond de lui que c'est vrai. Et en même temps, ça va trahir Otto, puisqu'il va révéler ses intentions. Et à partir de là, ça va être le commencement de la fin pour Otto, puisque après avoir discuté avec sa fille, avec Rhaenyra, Viserys, avoir mis les choses à plat, va lui dire maintenant je t'ordonne, alors que je t'avais laissé la liberté de choisir qui tu voulais, tu as fait n'importe quoi et tu t'es comporté de manière déshonorable, et en plus avec ton oncle. Alors même si c'est des Targaryens qui se reproduisent entre eux, ils sont pas tous comme ça. On sent que Viserys est moins tordu que le reste des Targaryens. Mais voilà, il dit maintenant je t'ordonne, tu vas le faire, tu n'as plus le choix, tu vas épouser Lénore Velaryon, le fils de Corlys Velaryon. Comme ça va faire une alliance puissante au niveau de Westeros et au niveau de la royauté. Et toi, tu vas avoir un époux et c'est fini. Voilà, je te coupe les vivres en gros. Il lui dit je te laisse plus autant de liberté que tu avais, tu as eu de la liberté, tu as fait n'importe quoi, donc maintenant tu vas faire ce que je te dis. Elle lui dit ok, mais à condition que les serpents qui sont autour de vous, notamment Otto Hightower, tu le dégages, et c'est ce qu'il va faire à la fin. Et là, il va lui sortir le discours oui, quand mon père a fini par être, ou mon grand-père est mort, 5 jours après, vous êtes devenu la main du nouveau roi. En gros, à chaque fois qu'il y avait un malheur, vous preniez du grade. Donc, vous avez même placé votre fille auprès de moi après la mort de ma femme, pour pouvoir me faire un héritier mâle, pour pouvoir accéder à la couronne. Donc, Viserys n'est plus naïf, il voit pleinement Otto tel qu'il est, et tel que Daemon le voyait, et tel que Rhaenyra le voit, et il décide de lui enlever son statut de main du roi, il lui retire l'écusson de main du roi à la fin de l'épisode, et ça, j'ai trouvé que c'était fort, parce que Otto, il prenait de plus en plus d'importance, de plus en plus de pouvoir, et là il se retrouve en un coup, il se retrouve déchu de tout ce qu'il avait, même si ça reste quand même le père de Alicent, donc le père de la reine. Mais voilà, c'est bien manœuvré de la part de tout le monde. Il y a des gagnants, il y a des perdants, mais au final, ils sont pas vraiment gagnants, parce que Viserys, il doit se séparer de son meilleur conseiller, il est déçu de sa fille, elle va devoir épouser quelqu'un qu'elle aime pas. Daemon est chassé, menacé de mort, enfin carrément. Son frère Viserys vient le trouver et il lui dit si tu pars pas, je te tue, je ne veux plus jamais te revoir. Là, ça y est, c'est brisé entre les deux. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. L'état de santé du roi, à un moment donné, alors on me l'avait fait remarquer dans le live, et c'est vrai qu'il avait déjà 2 doigts en moins, moi je n'avais pas remarqué ça avant. Mais là, on le voit à un moment donné quand il couche avec Alicent. C'est pour ça que je vous dis il y a du sexe, mais même le roi qui couche avec Alicent, là on les voit coucher ensemble. Donc on voit son dos, et il a à plusieurs endroits, il est gangréné. Il a vraiment une maladie, et ça dure depuis des années. On l'avait vu en tout début dans le premier épisode quand ils essayaient de lui racler sa blessure. Ensuite, on l'avait vu dans le dos, une blessure. Ensuite, les doigts qui étaient pourris. Ensuite, les doigts qui sont coupés. Là, on voit qu'il a plusieurs taches dans le dos qui ont l'air assez graves quand même. Donc, l'état de santé se détériore d'épisode en épisode. Je ne sais pas jusqu'à quand il va rester en vie. Mais il a quand même de la force, hein, la force d'empoigner Daemon, bon, qui est sous, il faut le dire, mais il a de la force. Hein. Et donc, j'espère que ça, on va s'en intéresser dans cette saison, à son état de santé.
Rhaenyra, qui n'a pas seulement couché avec son oncle, mais qui a couché frustré de ne pas être allé jusqu'au bout, puisque son oncle il a pris la poudre d'escampette, Daemon il l'a laissée toute seule dans le bordel. Et quand elle revient dans ses appartes, elle décide de finir la nuit avec Criston Cole. Criston Cole qui, dans un premier temps, refuse parce qu'il a un peu de retenue, mais finalement il est bien content. Et voilà, ils couchent ensemble. Donc, Rhaenyra, qui est loin d'être la jeune fille innocente qu'on avait dans le premier épisode, qui là commence à ressembler à une Targaryen, c'est-à-dire je fais ce que je veux, je couche avec qui je veux. Elle commence à ressembler de plus en plus à Daenerys. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Viserys dit que dans sa famille, dans les Targaryens, il y a de la folie. Et il parle de Daemon, mais aussi de Rhaenyra. Voilà. Et il voit que chez Rhaenyra, il commence à y avoir des côtés un petit peu pervers, quoi. Un petit peu ambitieux et en même temps incontrôlé, impulsif et malsain. Et enfin, à un moment donné, il a une conversation, et ça c'est pour les fans de Game of Thrones, on se régale. Moi, j'étais très content quand j'ai entendu ça. Il lui montre la dague avec laquelle il vient de menacer Daemon en lui disant si tu restes pas, je te plante, si tu restes là, je te plante, donc tu vas partir très, très vite, très loin. Cette dague qui appartenait à Aegon et qui appartenait avant ça à un autre Targaryen avant Aegon le Conquérant, cette dague qui atterrira entre les mains de Littlefinger et qui atterrira au final entre les mains de Arya, qui tuera le roi de la nuit en saison 8 de Game of Thrones. Et sur cette dague, une fois qu'elle est chauffée dans le feu, qu'elle est incandescente, on voit des inscriptions en valyrien. Et là, ça parle du prince qui fut promis, le prince qui doit arriver, la prophétie de Aegon sur le prince qui sera censé mettre un terme à la menace qu'il y a au-delà du mur, et donc c'est-à-dire le roi de la nuit. C'est extrêmement intéressant parce que Viserys est conscient de la menace. Il est conscient, pourtant ça se passe 172 ans avant Game of Thrones, il est conscient de ce qui va arriver. Il ne sait pas encore tout le contour exact, mais il sait que c'est plus important encore que la couronne. Et il lui dit à sa fille, tu dois avoir un comportement exemplaire, tu dois être une reine qui soit respectée de tous et avoir du pouvoir, parce que tu es garante de quelque chose de beaucoup plus important, une menace que pour l'instant personne ne connaît en dehors de toi et moi et la prophétie. Et cette menace, voilà, elle arrivera dans longtemps et ce sera le prince qui fut promis qui doit mettre fin à cette menace. Hein, donc, soit dit en passant, ça ne devait pas être Arya qui tue le roi de la nuit dans les romances, ça c'est n'importe quoi, mais ça fait partie des choses de la saison 8 qui sont tellement tirées par les cheveux que j'ai pas envie de revenir dessus trop non plus. Mais voilà, encore une fois, c'est à la fois cool parce que ça nous fait penser à Game of Thrones et en même temps ça nous fait penser aussi à l'incohérence de la saison 8 du choix de Arya pour tuer le roi de la nuit qui est du n'importe quoi. Mais bon, parce que ça doit être un Targaryen qui tue le roi de la nuit et pas une Stark. Bref, en tout cas, voilà, ça fait plaisir qu'on nous distille un petit peu. Et peut-être que durant les saisons de House of the Dragon, on va voir la menace au-delà du mur augmenter. Qui sait, moi, c'est tout ce que je demande. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup House of the Dragon, mais là, on a tendance à rester que à Port-Réal. Ça m'embête un peu. Je dois le dire, là, c'est le 4e épisode. On va arriver au 5e, la moitié de la saison la semaine prochaine. J'aimerais bien qu'on commence à voir d'autres endroits que Port-Réal, la chambre du roi, la chambre de Rhaenyra ou les petites ruelles. Même si pour le coup là on a vu les ruelles de Port-Réal avec les cracheurs de feu et tout, c'était sympa. J'aimerais bien qu'on commence à voir d'autres endroits, pourquoi pas par exemple la garde de nuit au mur, au pied du mur, pourquoi pas voir peut-être au-delà du mur la formation des sauvageons sous une bannière. J'aimerais bien qu'on envoie un peu plus de mystérieux. Vous voyez, c'est ce qui manque pour l'instant pour moi à House of the Dragon, même si tout ce qu'on nous propose est excellent, à de rares exceptions près, comme je vous disais, la scène d'introduction qui pour moi n'était pas pertinente. Mais j'aimerais bien qu'on nous distille un peu plus de mystère ésotérique, voilà, et pas uniquement du complot politique. C'est ce que Game of Thrones avait réussi à brillamment faire pendant 7 saisons. Bon,
c'est pas Game of Thrones, ça s'appuie pas sur Game of Thrones, ça s'appuie sur Fire and Blood. Mais on est dans l'univers de George R.R. Martin, donc il est censé quand même y avoir déjà une menace au-delà du mur. On n'a pas attendu le premier épisode de Game of Thrones pour la naissance des marcheurs blancs. Donc j'espère qu'on en verra un petit peu plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 4, qui était excellent, qui était décisif pour certains personnages, avec du sexe, mais en restant soft, mais quand même il y en a beaucoup. J'espère maintenant que sur les prochains épisodes, ça va réellement bouger et qu'on va avoir un petit peu plus, on va dire, d'ambition visuellement au niveau des décors, qu'on va voir d'autres endroits et qu'il va commencer à y avoir des batailles, des morts, parce que là, pour l'instant, quasiment personne n'est mort. Il n'y a pas eu vraiment de meurtre entre eux, comme ça pouvait être le cas dans Game of Thrones les premières saisons. Faut que ça bouge, faut que ça bouge un peu plus, mais bon, attention, hein, on est sur du 17 ou du 18 sur 20. On n'est pas sur du 20 sur 20, mais on n'est pas non plus comme les autres séries basiques. On est bien au-dessus. Je dis ça parce que j'en attends encore un peu plus. Mais c'est déjà excellent ce qu'on nous propose. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve peut-être demain pour une vidéo. Sinon, mercredi soir en live à 21h pour House of the Dragon. On va décrypter avec les invités. Vous pouvez retrouver les autres live House of the Dragon et bien évidemment Seigneur des Anneaux, critique des épisodes, live sur les épisodes. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.